Cette vidéo, c'est la suite des 5 erreurs du débutant en photographie de paysage. Je t'invite d'abord à aller la regarder si ce n'est pas déjà fait. Je te mets la vidéo juste ici dans la notation. Dans cette seconde partie, on va se concentrer uniquement sur les erreurs à ne pas commettre lors de l'utilisation d'un logiciel de retouche. Les exemples que je vais te montrer vont être sur Lightroom classique parce que c'est le logiciel que j'utilise personnellement, mais ces erreurs valent pour n'importe quel autre logiciel. Ils ont les mêmes fonctions, c'est juste l'interface qui va être différente. On commence directement avec la première erreur qui est de ne pas trier ses photos. Lightroom, c'est un logiciel qui permet de trier ses photos et pas seulement de les retoucher. Et il y a plein de manières différentes de faire. On peut les trier par tag, par étiquette, par libellé de couleurs, par notation. On peut créer ses propres collections, utiliser les collections dynamiques. Trier ses photos, ça permet de mieux s'y retrouver et d'avoir un espace de travail agréable. Il n'y a rien de plus embêtant que de devoir chercher une photo pendant plusieurs minutes avant de pouvoir la retoucher. Avec une bonne organisation, on peut retrouver une photo bien précise en quelques secondes. Moi, quand j'ai fait mes premiers pas dans Lightroom, je ne m'en souciais absolument pas. Je déchargeais toutes mes photos dans Lightroom et je ne prenais même pas le temps de supprimer les mauvaises. Je gardais absolument tout. C'était pas trop gênant au début, mais plus je faisais de sorties photos, plus je déchargeais de photos sur mon ordinateur, plus mon logiciel saturait. J'avais entre 20 000 et 30 000 photos, mon logiciel devenait de plus en plus lent et je prenais juste moins de plaisir à travailler dessus. Donc c'est une étape à ne vraiment pas négliger. Je vais pas non plus trop m'étendre sur le sujet, j'ai déjà dédié une vidéo assez longue où je partage mon organisation optimale. Encore une fois, tu peux retrouver cette vidéo dans la notation. Si tu appliques ma méthode de tri, tu verras que chaque ouverture de logiciel sera un véritable plaisir. On enchaîne avec la seconde erreur qui est de ne pas retravailler sa composition. La composition, on le sait tous, c'est primordial, c'est ce qui différencie une bonne photo d'une mauvaise photo. Et la composition, ça se travaille dans un premier temps au moment de la prise de vue. D'ailleurs, juste un petit aparté, j'ai écrit un guide très complet sur la composition en photographie de paysage. Dans ce guide, je partage 14 règles que j'utilise au quotidien lors de mes sorties photos. Elles te permettront de progresser rapidement en photo et de créer de belles images dont tu seras fier. Ce guide est totalement gratuit, le lien de téléchargement se trouve en bas dans la description. Fin de l'aparté. Pour en revenir sur le deuxième point, la composition d'une photo après avoir appuyé sur le déclencheur n'est pas du tout définitive. Et même après avoir lu mon super livre, c'est plutôt rare d'avoir la composition parfaite du premier coup. En réalité, la photo a souvent besoin d'être recomposée. Et pour ça, on va se servir de l'outil de Lightroom recadré et redressé. On va pas non plus changer totalement la composition, mais juste faire quelques petits ajustements pour la parfaire. On peut commencer par exemple par réduire le cadre. Des fois, notre photo est trop chargée, il y a trop d'éléments et on va enlever le superflu pour simplifier la composition. Il faut garder en tête qu'une composition surchargée n'aura pour effet que de perdre le spectateur. Des fois, en voulant montrer trop de choses, on ne montre rien et il faut savoir rester simple. Puis en réduisant le cadre, on va bien faire attention à quelles parties de l'image sont coupées par ce cadre. Ça peut aussi permettre de réduire un espace négatif qui serait trop imposant. Avec cette méthode, on aide le sujet à se démarquer auprès du spectateur et donc à renforcer l'histoire que raconte la photo. Certaines photos n'en auront pas nécessairement besoin, la composition de base sera déjà correcte, mais on peut aussi en profiter pour redresser un horizon qui serait légèrement tordu. Deuxièmement, on va adapter le format de l'image en fonction de la plateforme sur laquelle on souhaite diffuser la photo. Si on souhaite imprimer sa photo, la publier sur les réseaux sociaux, sur un site internet ou l'envoyer à des clients, on ne va pas utiliser le même format et la même orientation. Pour l'orientation, on a le choix entre orientation paysage et orientation portrait. Généralement, ça se décide au moment de la prise de vue, mais ça peut toujours être changé sur Lightroom si on décide de partir sur une orientation différente. D'ailleurs, le raccourci clavier X permet d'alterner entre paysage et portrait. Ensuite, on a une multitude de choix concernant les dimensions. Moi, j'utilise personnellement le format 4/5e, mais il n'y a pas de format meilleur qu'un autre, libre à chacun de choisir. Par contre, je conseille quand même de rester dans des formats standards plutôt que personnalisés. Ça donne souvent quelque chose de bien plus joli. On va donc toujours garder le cadenas verrouillé pour garder de bonnes proportions. On peut se permettre de l'enlever, mais vraiment dans le cas où on aurait un projet créatif qui nécessite un format peu commun. Après ça, on va corriger les déformations optiques. Et en fait, je me dis qu'on aurait même peut-être dû commencer par ça. Quand on utilise des focales extrêmes, c'est-à-dire ultra grand angle ou téléobjectif, la distorsion naturelle de l'objectif est beaucoup plus visible. Donc dans son logiciel de retouche, dans l'onglet correction de l'objectif, on va toujours appliquer le profil de correction. Puis on peut enchaîner avec l'onglet transformation pour faire quelques ajustements manuels. Cet onglet est plus utile en photo d'architecture, mais on peut quand même s'en servir en paysage, en particulier pour les montagnes. Quand on prend une photo de montagne avec un grand angle, elles peuvent souvent paraître un peu plus plates qu'elles ne le sont en réalité. En poussant vers la droite le curseur aspect, on redonne un peu d'ampleur à nos montagnes. Alors il ne faut pas pousser le curseur trop loin si on veut garder un effet naturel. Mais je sais que beaucoup de photographes le poussent volontairement loin pour créer un effet beaucoup plus impactant. Ça explique pourquoi on voit beaucoup de photos des Dolomites avec des sommets irréels. On déforme un peu la réalité en faisant ça, mais j'irai pas non plus jusqu'à considérer que c'est de la triche. On cherche juste à embellir légèrement la réalité. Ensuite, c'est à chacun de trouver ses limites avec cet outil. Tout ça, c'est une manière de retravailler légèrement sa composition. Et puis un dernier point pour terminer,
Pourquoi pas chercher à rendre sa composition plus originale? Il y a un photographe que j'aime beaucoup et qui est très fort pour trouver des compositions farfelues, et je te montre une de ses photos à l'écran qui applique très bien ce concept. C'est un peu perturbant au début, puis on se rend compte très vite que la photo est à l'envers. Et évidemment, pour la réaliser, il a juste suffi de la retourner dans Lightroom. Et tout de suite, une composition qui était de base plutôt simple et plutôt banale devient d'un coup beaucoup plus intéressante. Alors faut pas chercher des compositions farfelues pour absolument toutes ces photos, mais de temps à autre, ça peut être intéressant d'innover pour proposer quelque chose de différent. Par contre, je l'admets, c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Donc avec mon livre et tous les outils qu'on vient de voir, tu as toutes les clés en main pour sublimer tes compositions. Maintenant, la troisième erreur, ça va être de ne pas utiliser les raccourcis clavier. Je me souviens quand j'ai commencé à faire de la photo, un ami m'avait dit de tout de suite les apprendre. Et je ne l'ai pas écouté parce que je savais déjà plus ou moins où se trouvaient tous les boutons importants du logiciel. Donc à quoi bon apprendre mes raccourcis? Mais un beau jour, je m'y suis quand même mis, je les ai appris, mais c'était pas pour Lightroom, c'était pour mon logiciel de montage vidéo Premiere Pro. Et je me suis vraiment rendu compte, à force de faire du montage, du temps que ça me faisait gagner. Avec l'expérience, je pouvais faire un montage 2 fois plus rapidement. Du coup, j'ai décidé de les apprendre pour Lightroom aussi, et je veux te partager quelques-uns de mes favoris. Les deux que j'utilise le plus sont les raccourcis clavier G et D pour naviguer rapidement entre le module bibliothèque et le module développement. Ensuite, R permet de recadrer sa photo, Q permet de supprimer les défauts, T pour afficher ou cacher la barre d'outils, L pour assombrir l'écran et mieux visualiser la photo, O pour afficher ou cacher le masque d'incrustation, puis le classique CTRL Z pour annuler la dernière action, Tab permet d'afficher ou de cacher les panneaux latéraux, Shift plus S permet de voir le avant et le après de sa photo, Y permet de comparer le avant et le après mais en même temps sur le même écran. Autre petite astuce pour gagner du temps, on peut double-cliquer sur un curseur pour le remettre à zéro, ou encore mieux, dans n'importe quel panneau, je reste appuyé sur Options et on me propose de réinitialiser tous les paramètres de ce panneau. Alors que si je clique juste sur réinitialiser tout en bas, ça va s'appliquer pour tous les panneaux. Voilà, c'était juste une petite liste. Il y en a plus que ça évidemment, mais il n'y a vraiment pas besoin de tous les apprendre. Même moi, je ne les connais pas tous. Il suffit seulement de retenir ceux associés aux actions qu'on utilise le plus fréquemment. Pour voir la liste complète, il faut aller dans Aide et cliquer sur Raccourci clavier. Alors attention, il y a 2 listes, une associée au raccourci clavier du module bibliothèque et une associée au raccourci clavier du module développement. Et évidemment, les raccourcis que j'ai partagés fonctionnent uniquement pour Lightroom. Sur un autre logiciel, ils seront différents. Je reconnais qu'au début, c'est un peu embêtant parce qu'on les retient pas tous du premier coup et il faut constamment regarder la liste. Mais je te promets que ça en vaut la peine. Maintenant, l'erreur numéro 4, ça va être de chercher à utiliser chaque curseur de chaque panneau. Alors c'est sympa au début de tout tester, de découvrir les effets de chaque curseur et de voir de quelle manière ils affectent la photo. Mais il n'y a pas besoin de tous les utiliser pour obtenir une belle photo. Au contraire, ça peut même la dénaturer. Il ne faut pas oublier qu'une retouche réussie, c'est quand la personne ne se rend pas compte que la photo a été retouchée. Quand je retouche mes propres photos, il y a beaucoup de curseurs que je vais laisser à 0 et il y a même des panneaux entiers que je ne vais pas toucher. Mais ça dépend toujours de la photo que je retouche. Ça va dépendre de la lumière et des couleurs présentes de base dans le fichier RAW. Je pousse beaucoup plus la retouche pour une photo qui présente une luminosité complexe. Par exemple, un beau coucher de soleil aura déjà une belle lumière et de belles couleurs, il y aura moins besoin de retouche qu'une photo de montagne avec du brouillard. Et pour te prouver ce que j'avance, j'ai réalisé 2 vidéos, une sur la retouche simple et une sur la retouche complexe. Elles sont dans la description, je t'invite à les regarder et à comparer les étapes pour arriver jusqu'au bout de la retouche. Nous, en retouchant notre photo, on veut juste qu'elle paraisse naturelle. En fait, une retouche légère, ça suffit très souvent à sublimer un paysage tout en gardant cet effet naturel. Mais comme tes premières retouches seront forcément mauvaises, je t'invite quand même à tester tous les boutons parce que c'est comme ça que tu vas trouver ton style. Il y aura des effets que tu vas adorer, d'autres que tu vas détester, puis avec l'expérience, tu vas savoir quel curseur toucher en priorité et quel curseur toucher seulement dans certains cas spécifiques. Par exemple, moi j'adore le grain, mais seulement sur les photos des autres photographes. En ajoutant du grain sur mes propres photos, je me suis rendu compte que ça correspondait pas du tout à mon style. Du coup, je laisse toujours ce curseur sur 0. Donc voilà, retiens bien qu'utiliser trop de curseurs, ça ne servira que rarement la photo. On arrive enfin à la dernière erreur et c'est peut-être la plus importante à mes yeux, ça va être d'utiliser des presets sans les comprendre. Très rapidement, pour ceux qui ne le savent pas, un preset c'est un paramètre prédéfini. Après une retouche, il est possible d'enregistrer ces réglages pour les appliquer sur une autre photo. Et on peut enregistrer plusieurs presets pour avoir des styles différents à appliquer instantanément. Il suffit d'un seul clic pour appliquer tous les paramètres sur la photo. C'est génial parce que ça permet d'obtenir de belles photos très rapidement et comme on gagne du temps, on peut se permettre de retoucher davantage de photos. On peut créer ses propres presets, mais on peut également importer les presets venant d'un autre photographe. Du coup, absolument tous les photographes sur Internet proposent leurs presets, des gratuits comme des payants, des très bons comme des très mauvais. En tant que débutant, c'est vraiment tentant de les utiliser parce qu'on nous promet des retouches sublimes pour absolument aucun effort. Je suis pas non plus en train de cracher dans la soupe, même si j'en donne vraiment l'impression. J'ai utilisé des presets à mes débuts et je continue encore aujourd'hui à en utiliser. J'ai acheté des presets qui étaient vraiment mauvais, tout comme j'en ai trouvé des gratuits qui étaient excellents. Payant ne veut pas forcément dire de qualité, il faut garder ça en tête. Généralement, on va les acheter à un photographe dont on apprécie le travail et dont on aimerait plus ou moins essayer de reproduire le même style. Donc voilà, les presets, je trouve ça fantastique. Par contre, la seule chose que je regrette, c'est ma manière de les avoir utilisés. Quand j'ai fait mes tout premiers pas dans Lightroom, je me suis dégoté quelques presets et voilà ce que je faisais. Je cliquais sur mon preset
hop, je levais les mains et c'était terminé. Je n'avais plus rien à faire, ma retouche était complète. Évidemment, à ce moment-là, je n'avais pas conscience que c'était loin d'être suffisant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des paramètres qui sont uniques à chaque photo et qui, malgré l'application d'un preset, devront toujours être ajustés par soi-même. Ça vaut pour l'exposition, la balance des blancs, donc on règle la teinte et la température, pour le recadrage, et on en a longuement parlé durant cette vidéo, et pour finir, les ajustements locaux. Et en fait, c'est logique, on photographie à des moments différents de la journée, avec une composition, une lumière, des couleurs différentes d'une photo à une autre. Donc un preset qui marche pour une photo ne va pas toujours aussi bien marcher pour une autre photo. Donc déjà, de bons presets ne toucheront pas ces paramètres parce qu'ils sont uniques. C'est à nous de les ajuster. En ce qui concerne tous les autres paramètres qui peuvent être un peu plus universels, rien ne nous empêche de faire de légers ajustements. Ce n'est pas parce qu'un preset va régler le contraste sur 32 qu'il ne faut pas y toucher. En fait, un preset aura toujours besoin d'ajustements derrière. Ça sert de fondation pour bâtir sa photo. Mais voilà, une maison qui n'a que les fondations n'est pas encore une maison, et une photo qui a un preset qui n'est pas ajusté, n'est pas retouché. Ça, c'est vraiment la base. Généralement, on le comprend assez vite, mais il faut aller encore un peu plus loin. Une fois qu'on a appliqué un preset, puis réalisé les ajustements nécessaires et qu'on a enfin une photo qui nous plaît, il faut se poser une question. Est-ce que je serais capable de reproduire entièrement cette retouche sans utiliser le preset? Si la réponse est malheureusement non, eh bien je trouve ça vraiment dommage de ne pas chercher à comprendre qu'est-ce qui a permis d'obtenir ce style qui me plaît tant. En ne cherchant pas à comprendre leur fonctionnement, on s'enferme dans le style des autres et on ne développera jamais le sien. Il faut être curieux et se demander, tiens, sur ce preset, comment j'obtiens cette teinte bleutée dans les nuages? Comment j'obtiens ce dégradé de couleur? Comment j'obtiens ce look rétro? Et le meilleur moyen de comprendre ça, ça va être de décortiquer le preset. Donc pour ça, j'applique mon preset sur une photo, puis je vais utiliser l'option de chaque panneau qui permet de comparer le avant et le après. Ça me donne déjà un premier aperçu des modifications apportées par un panneau en particulier. Puis je peux ouvrir ce panneau pour regarder plus en détail les paramètres qui ont été utilisés. Ensuite, on va essayer de reproduire soi-même le preset sur une copie de la photo pour voir à quel point on s'en rapproche. Le raccourci clavier CTRL' permet de créer une copie virtuelle d'une photo. Je fais ma retouche sans tricher, et une fois terminé, je sélectionne les deux photos, j'appuie sur Y pour pouvoir les comparer. Et là, je peux me dire, ok, j'ai compris, ou alors je n'ai pas encore compris le preset. Il faut un peu se casser la tête au début, mais ça va vraiment permettre sur le long terme d'être plus créatif et plus original. Et donc de vraiment se démarquer des autres par sa retouche. Donc oui, je t'encourage vivement à utiliser des presets, mais à ne pas les appliquer bêtement. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'être resté jusqu'au bout, et à bientôt pour une prochaine vidéo.